Qu'ils soient construits sur terre ferme ou dans les cours d'eau, les ouvrages interagissent avec l'environnement qui les abrite. Prenons les fondations de ponts ou d'éoliennes à mer. L'interaction entre la structure, l'eau et le sol favorise l'érosion autour des fondations. Dans la vidéo qui apparaît en fiche, ce phénomène d'érosion, appelé affouillement, a été défini. Sans mesure de protection, le développement des affouillements peut sévèrement compromettre l'intégrité des ouvrages. Maintenant, imaginez que vous ayez une éolienne à poser en mer en ne tenant en compte que les affouillements. Quel endroit choisiriez-vous en mer? Quelle géométrie de structure porteuse préféreriez-vous? Comment la disposeriez-vous par rapport à la direction nord-sud? Si vous réussissez à prédire l'évolution dans le temps des affouillements et à déterminer les paramètres principaux qui gouvernent ce phénomène, vous serez proche de pouvoir concevoir des structures qui retardent son apparition ou ralentissent son développement. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez spéciale. Une vidéo où, ensemble, on développera un code informatique pour simuler l'évolution du phénomène d'affouillement dans le temps. Cette vidéo fait partie d'une mini-série que je vous invite à regarder pour bien comprendre le phénomène. Je t'invite donc à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma.io et activer la cloche de notification pour ne rien rater les futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dans les liens sont en zone de description. Typiquement, on distingue trois types d'affouillement. Indépendamment de la présence des obstacles, les fonds marins peuvent être modifiés par l'érosion ou l'accumulation des sédiments. Selon les saisons, le régime d'écoulement des cours d'eau varie et entraîne une mobilité des terres meubles. Les affluents peuvent aussi contribuer à l'enrichissement en sédiments. Cette modification du sol opère sur une surface plus ou moins grande avec ou non la présence d'obstacles. C'est l'affouillement général. Autour d'ouvrages comme les structures réticulées ou les tripodes, une dépression peut apparaître englobant la totalité de la structure dans son ensemble. C'est l'affouillement global. Plus restreinte, l'érosion peut avoir lieu au droit de chaque pieu ou sous le poteau central des tripodes. C'est l'affouillement local. Chacun de ces types se développe avec une ampleur propre que l'on peut quantifier. Avant de construire ce lot, les ingénieurs estiment quels mouvements généraux subiront les sédiments. Pour cela, ils font des mesures sur plusieurs années précédant la construction du projet et utilisent des techniques statistiques et des probabilités pour projeter des niveaux d'accumulation ou d'érosion du sol. Typiquement, ils prédisent les niveaux de sol attendus au moment de la construction et les niveaux représentatifs pendant la vie de l'ouvrage. Ces estimations sont indépendantes de la structure projetée. Pour les plus motivés, je vous renvoie à la lecture de cet article pour un exemple de calcul détaillé qui prend en compte l'effet de changement climatique. Pour l'affouillement global, il faut tenir compte de la structure. L'affouillement global dessine une grande saladière autour de la structure. Considérant cette structure réticulée généralement de base carrée, la profondeur maximale de la dépression dépend de la direction du courant. La profondeur maximale sera plus grande si l'écoulement suit une diagonale plutôt que s'il suit une médiane. Cependant, selon la transparence de la structure à l'écoulement, il faut modifier cette profondeur maximale. Plus l'ouvrage sera transparent, plus la profondeur maximale sera moindre. La transparence pour ce genre de structure est d'environ 80 ou 90%. En outre, le diamètre de la dépression dépend également de la transparence de la structure et de sa dimension caractéristique. Pour une transparence de 80%, le diamètre de la saladière peut être environ 3 fois la dimension de la structure à l'état d'équilibre. Concomitamment, s'opère aussi l'affouillement local au droit de chaque pieu. L'évaluation de son ampleur est un petit peu plus compliquée, mais je vais essayer de la rendre digeste. Prenons un pieu isolé. La profondeur d'affouillement au moment d'équilibre vaut entre 1,3 et 2,4 fois le diamètre du pieu selon les références. Cependant, le pieu n'est pas isolé, mais il est coiffé d'une structure plus ou moins touffue. La profondeur nominale pour un pieu isolé est augmentée proportionnellement à la proximité au sol de cette structure de tête. De plus, plusieurs pieux supportent la structure. Selon la disposition des pieux par rapport à l'écoulement, la profondeur de l'affouillement change. Par exemple, si les pieux sont placés côte à côte, ils subissent la même profondeur mais expérimentent différentes profondeurs s'ils sont placés en tandem. Bien entendu, il existe d'autres configurations intermédiaires. L'affouillement total est la somme de ces trois composantes. Cependant, le total est parfois limité par le profil des sols. En effet, si une couche de roche dure non érodable se trouve proche de la surface du sol, l'affouillement sera limité aux couches meubles en dessus. Fort de la maîtrise des facteurs qui influencent la naissance et le déroulement de l'érosion, l'ingénieur peut concevoir des ouvrages plus résilients. Voyons ça de plus près. Toutes ces descriptions, courbes et équations associées ont été transcrites dans un langage de programmation informatique, Python. L'objectif est de voir ensemble quels paramètres influencent le plus l'apparition et le développement des affouillements afin de les ajuster au mieux pour minimiser le danger. Le programme informatique présente cette interface constituée de 5 panneaux. Ici, tous les paramètres sont listés et munis des réglettes dont la position du curseur définit la valeur du paramètre. Le premier panneau graphique représente la vue en plan de l'ouvrage.
L'ouvrage est une structure réticulée à 4 jambes dont seules les jambes en orange seront étudiées par simplification. Le courant coule de gauche à droite. La coupe verte délimite l'affouillement global et les coupes en bleu et magenta les affouillements locaux. La jambe associée au bleu est toujours soit en avant de celle associée au magenta, soit au même niveau par rapport au courant. La vue en élévation est présentée plus bas. Le profil du courant est donné à gauche de la structure, dont seule la face des jambes en orange est représentée. Le lit du fond marin est en marron. La profondeur de l'affouillement global en vert et les profondeurs des affouillements locaux en bleu pour la jambe de front et en magenta pour la jambe arrière. En haut et à droite, les coupes d'évolution des largeurs d'affouillement en fonction du temps. La coupe verte pour l'affouillement global et la rouge pour l'affouillement local. Les jambes avant et arrière ont la même largeur d'affouillement. Cependant, les profondeurs sont différentes comme le montre le dernier panneau. Sur ce panneau, la courbe verte indique l'évolution au fil des années de l'affouillement global. À cet affouillement global s'ajoute l'affouillement local pour obtenir l'affouillement total. Les courbes en bleu et magenta représentent respectivement les affouillements totaux en avant et arrière. Avant de continuer, je voudrais insister sur le fait que les valeurs absolues qui sont ou seront présentées ici ne sont qu'à but, disons, illustratif. Bien qu'un grand soin ait été apporté pour les rendre représentatifs, il reste que les conditions de l'étude sont peu probables. Tenez par exemple, pour avoir l'une ou l'autre de ces courbes, le sens d'écoulement du courant et sa vitesse sont tenus constants pendant 25 ans. On reconnaîtra tous que c'est très improbable. De plus, la prise en compte du possible remplissage du creux par les sédiments provenant de l'affouillement général par exemple est discutable. De même que la limitation de l'érosion par des couches non érodables. Je me répète, l'objectif est d'étudier l'influence des paramètres et pas d'estimer les dimensions absolues de l'affouillement. Ceci est déjà une tâche ardue. Je t'invite donc à liker cette vidéo et à la partager. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Prenons les paramètres un par un. Commençons par la durée du projet. En mai, les éoliennes sont conçues pour une durée entre 25 et 30 ans environ. Si les affouillements apparaissent très rapidement, ils tendent à se stabiliser dans le temps et atteignent un régime d'équilibre pendant lequel les sédiments ne sont plus arrachés du sol. Les affouillements sont plus sévères lorsque les sédiments sont plus gros. L'on pourrait penser que les sédiments fins seront plus facilement arrachés, mais c'est le contraire. Plus les sédiments sont gros, plus la force de frottement est grande et l'arrachement est plus aisé. Par ailleurs, les sédiments fins frottent plus et sont susceptibles de se redéposer dans les cavités, réduisant ainsi leur taille. Bien entendu, je parle de sédiments plus petits que la structure. La taille de la structure étant de l'ordre du mètre, les sédiments, eux, doivent être au plus de l'ordre du centimètre. La vitesse du courant est le facteur environnemental le plus déterminant. De façon évidente, les courants rapides engendrent de plus grandes forces d'arrachement et d'entraînement de sédiments. Une plus grande partie de l'énergie cinétique se transforme en pression quand le puits est plus large, ce qui aggrave principalement l'affouillement local. La biosynose marine, constituée d'animaux et de plantes marines qui croissent accrochés sur le puits, élargit ce dernier et contribue à l'aggravation de l'affouillement local. L'affouillement global, quant à lui, augmente pour les structures plus larges. Si les membres de ces structures sont clairsemés, les rendant plus transparentes au passage de l'eau, l'affouillement global baisse. L'affouillement global est sensible à l'orientation de la structure car cela contribue à l'augmentation de l'envergure effective de la structure et donc à l'aggravation de l'affouillement global. Aussi, selon l'orientation, les pieds peuvent être disposés dans des situations variables allant de la position en tandem jusqu'à celle de côte à côte. Lorsqu'ils sont disposés côte à côte, les pieds ont un même comportement vis-à-vis de l'affouillement local. Cependant, comme on pouvait s'y entendre, le pied en avant développe un affouillement local plus profond que celui en arrière. Néanmoins, pour certaines orientations, le pied arrière peut engendrer un affouillement plus profond que celui avant. Lorsque le pied est orienté à 45 degrés, l'envergure effective est maximale et on obtient des valeurs d'affouillement proches des maxima. Les valeurs proches des minima sont obtenues pour une disposition en tandem. En définitive, pour minimiser le développement des affouillements, il faudra optimalement des courants lents coulant sur un lit au sédiment fin, des pieds à petit diamètre minimalement recouverts de biosynose marine, une structure réticulée de faible envergure faite de peu de membrures, orienter l'ensemble de la structure de sorte qu'un côté fasse face au sens dominant du courant. Les affouillements engendrés par la triple interaction entre le sol, l'eau en écoulement et les ouvrages peuvent fragiliser les fondations. Néanmoins, la connaissance du phénomène permet de concevoir des ouvrages et de les implanter de telle sorte qu'elles soient le moins en péril. Cependant, ces mesures ne cadrent pas complètement le danger et d'autres mesures de protection sont alors nécessaires comme abordé dans la vidéo dont la vignette s'affiche. Aussi, une surveillance de l'évolution de l'érosion avec des capteurs adaptés peut compléter le package. Mais ceci dans une prochaine vidéo. Abonne-toi donc pour ne pas la manquer.